La quotidienne vous est présentée par Microsoft. Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, comment faire advenir une école apprenante et humaniste. Alain Bouvier formule l'analyse et propositions dans un livre qui vient de sortir. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Marine Plantec. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes d'histoire et de sciences. Et l'actu, c'est cette exposition intitulée Grotte Chauvet, l'aventure scientifique, exposition qui se tient actuellement à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Et puis rendez-vous en fin d'émission, comme chaque semaine avec Amélie Paris, au programme de ces années collège. Comment monter un projet interdisciplinaire? Exemple autour d'une très belle expo qui se tient jusqu'au 30 mars au MAD, la quotidienne de School TV. C'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Alain Bouvier, bonjour. Bonjour Emmanuel. Ravi de vous accueillir. Vous êtes ancien recteur, membre du Haut Conseil de l'éducation et professeur des universités, ancien tout ça, mais toujours professeur associé à Sherbrooke, grande université québécoise. Et vous publiez aux éditions Erol Pensée sur l'éducation, une série d'observations et un plaidoyer en même temps pour une école apprenante et humaniste. Je veux bien un tout petit mot sur le titre du livre, parce qu'il y a le clin d'œil à Blaise Pascal. L'éditeur, ce sont les éditions du Panthéon. Mazette, mais quelle erreur monumentale. Comment ai-je pu faire ça? Les éditions du Panthéon, évidemment. C'est écrit sur la couverture en plus. Le clin d'œil quand même à Blaise Pascal. Oui. Là, je ne me trompe pas. Je vis en Auvergne. Et oui, voilà. En Auvergne, et nous avons préparé l'année 2023 avec beaucoup d'acharnement, en imaginant tout ce qui pouvait être fait. Et ça m'a inspiré le titre du livre. Donc ça ne se présente pas comme un essai au sens où il y a une première, une deuxième, une troisième partie. C'est une série d'observations et c'est aussi une posture qui est la vôtre. Et c'est d'abord un livre, dites-vous, contre les statu-quologues, les spécialistes du statu quo, de l'immobilisme. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Pourquoi semble-t-il aussi nombreux à vous lire dans le domaine de l'éducation? Eh bien, je les ai évoqués dans mes deux précédents livres. Ils sont en gros 30% de l'ensemble non seulement du corps enseignant, on en trouve chez les chefs d'établissement, chez les corps d'inspection. Ce sont celles et ceux qui ne rêvent que par les statuts et les circulaires à leur application. Plus ces circulaires sont longues et détaillées, plus ils sont contents. Et aussitôt parue, une circulaire doit être complétée par d'autres textes qu'ils réclament avec force écrit. Ils ne font pas confiance à leurs collègues innovateurs. Et donc, ils tiennent absolument à ce que rien ne sorte des rails qui sont tracés par des textes qui viennent du sommet et qui sont assez rigides et incitatifs. Et ça, vous pensez que c'est une des raisons majeures pour lesquelles l'éducation nationale peine à se réinventer? Je pense que c'est très marqué en France. Très marqué en France. C'est sans doute lié à notre histoire politique, pas seulement éducative. Ça se rencontre ailleurs, plus ou moins. On va moins en trouver en Europe du Nord, par exemple. Bon, et on précise quand même que vous n'êtes pas un ennemi de l'administration, de l'État ou des normes. Vous avez été recteur et donc vous avez été chargé à un moment donné de veiller à ce que tout ça se fasse. Donc c'est plus une question d'équilibre, c'est ça que vous dites. Oui, et d'état d'esprit. D'état d'esprit, de confiance effective. Pas de confiance dans les termes, mais de confiance effective. Je me rappelle avoir, par exemple, collaboré quelque temps avec René Monory. C'était quelqu'un qui faisait confiance. Qui fut ministre de l'Éducation nationale en 84-86, si mes souvenirs sont bons, ça devait être dans ces eaux-là. Et donc, à ce moment-là, les collaborateurs se sentent portés et ont envie de bien faire quand on leur fait confiance de cette façon-là. Ils savent qu'ils ne seront pas tristement désavoués. On m'avait raconté une anecdote sur Monory que vous pourrez peut-être confirmer ou infirmer, qui faisait, quand il était ministre, des visites surprises sans prévenir les recteurs et sans prévenir les établissements. C'est-à-dire qu'il prévenait la veille au soir. Mais j'étais pas recteur. Mais qu'il était trop tard pour essayer de tout organiser et qu'il disait, moi, ça ne m'intéresse pas de voir des villages Potemkin, je veux voir l'école comme elle est, je veux voir les gens comme ils sont, et que ça lui permettait finalement justement de ne pas piloter les choses de manière idéologique ou purement administrative. Mais d'ailleurs, j'ai observé de très près à cette époque comment il était marqué à la culotte, il n'y a pas d'autre terme, par une autre secrétaire d'État qui était plus proche des idées du président de la République du moment et qui était là simplement pour l'empêcher de trop innover. Et ouais. Ce qui n'était pas forcément attendu à l'époque. Vous qualifiez notre école de baroque, ce qui est un mot plutôt sympathique pour qualifier la complexité des dispositifs pédagogiques, leur multiplicité surtout. Et leur multiplicité. Et parce que tous ces textes dont vous parlez, on empile des normes, parce que quand on en rajoute un, on n'enlève pas l'autre. Non. Alors, évidemment, certains sont
sont censés s'adresser absolument à tous les élèves d'un niveau ou d'un type d'établissement, mais d'autres s'adressent à des niches, à des petites populations. Et c'est l'ensemble qui forge cette... Vue du terrain, c'est ça l'école. C'est pas lisible. Non, non, non. Et vue du terrain, chacun voit un petit morceau, absolument convaincu qu'il voit l'ensemble. Et en réalité, ni le sommet ni le terrain n'a une vue complète. D'où le besoin, me semble-t-il, de croiser ces deux vues. C'est un petit peu Fabrice à Waterloo. Dans les grands changements que vous avez observés au cours des 20 années écoulées, il y a le poids croissant des comparaisons internationales. On les utilise d'ailleurs régulièrement dans cette émission, les références à l'OCDE, l'enquête PISA. Et la dernière Teams qui vient de sortir la semaine dernière sur les mathématiques, qui met la France en dernière position. Vous êtes mathématicien, vous, au départ. Je suis profondément marqué, ulcéré. Et je ne m'explique pas. Comment vous expliquez ça? Parce que d'un côté, on a des médailles Fields, oui, voilà. Cédric Villani et quelques autres, donc on ne peut pas dire qu'on... Non. Voilà, la recherche mathématique en France est très bonne. Voilà. Et pourtant, oui. Comment vous expliquez ça alors? Ça montre qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Mais il faut le dire. Ouais. Faut le dire. Alors évidemment, arrive à ce niveau de recherche une toute petite fraction des étudiants qui sont passés d'abord par l'enseignement scolaire et ensuite l'université ou les grandes écoles. Mais il n'y a pas de lien direct entre l'ensemble des élèves que nous formons et ces sommités mondiales. Ces évaluations internationales, néanmoins, quel poids elles ont eu depuis une vingtaine d'années sur le système éducatif et sur les réformes ou sur l'absence de réformes d'ailleurs? Parce que vous dites des vraies réformes, il n'y en a pas eu tant que ça. Elles ont fini par obliger à se poser les questions qu'on ne voulait pas se poser. Dans un livre plus ancien que j'avais consacré aux questions iconoclastes, je m'étais fait un plaisir de récapituler un certain nombre de sujets qu'il était quasiment impossible d'aborder en France, sauf à sortir le discours convenu qui était repris par l'administration et les statucologues. Il y a une sorte de complicité objective. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que j'ai été recteur à un moment. C'est vrai que c'était très difficile pour moi de ne pas brimer, ne pas donner l'impression que j'allais brimer des collaborateurs uniquement parce qu'ils étaient un peu obsédés par l'application des textes. Et quand je disais inventer, innover, expérimenter, encourager, aller écouter les parents, voilà, je voyais bien que on disait c'est pas grave, un recteur reste pas longtemps, attendons. Il est révocable tous les mercredis, voilà, attendons le Conseil des ministres. Il suffit d'attendre. Un petit peu de patience. À côté de cette stabilité, peut-être de cette nécrose, je ne sais pas, on constate en même temps, et ça vous le dites, plein d'initiatives, de propositions pédagogiques alternatives, alors notamment autour de Montessori, mais pas que, loin s'en faut. C'est une bonne nouvelle, ça, quand même. Oui, les cahiers pédagogiques sont là pour en témoigner. C'est une revue qui m'a souvent aimablement accueilli, que j'aime beaucoup. Et dont on salue la rédactrice en chef qu'on accueille régulièrement sur ce plateau, Cécile Blanchard. Voilà, donc c'est vraiment une revue qui c'est le contrepoint des statucologues. Vraiment. L'équilibre, il est entre les deux, et entre les deux, il y a une sorte de ventre mou qui essaye de faire le job, voilà, le moins mal possible, mais qui essaie aussi d'éviter que dans la salle des profs, il y a trop de clivage. Oui, il y a trop de clivage et dans le fond, partons vite avant que ça chauffe. L'école, vous le rappelez, tente des choses pour réduire les inégalités. Il y a une erreur majeure qui consisterait à dire que tout le monde s'en fiche à l'éducation nationale. C'est pas vrai. Des réformes ont été entreprises, des bonnes volontés sont à l'œuvre, des enseignantes et des enseignants, quand bien même ils seraient statucologues, d'ailleurs, rentrent quand même dans leur salle de classe pour apprendre des choses aux enfants tous les matins. Ils ont la conviction de bien faire. Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Est-ce que finalement c'est vraiment à l'école de réduire les inégalités sociales, ou est-ce que c'est un problème beaucoup plus global et on fait trop porter sur les épaules de l'école? Là, il y a deux écueils et on n'arrive pas à se sortir de cette situation. Depuis ceux qui disent, dans le fond, il n'y a que la société qui doit bouger. Elle doit bouger en premier, et ensuite l'école suivra. Et puis celles et ceux qui disent au contraire, tout commence à l'école, ensuite ça impactera la société. Morin dirait non, c'est pas ça. Edgar Morin, oui. Il faut articuler les deux, et c'est dans la dialectique entre les deux que tout se joue. Mais à condition qu'on ne récuse rien, et qu'on ne dise pas, seul ceci importe et tout le reste c'est une fadaise. Non,
Il n'y a pas de fadaise en la matière. À la limite, chacun a raison, mais dans son système de valeurs et dans son approche philosophique, à condition qu'il accepte de la livrer. Pensée sur l'éducation, c'est un ouvrage signé Alain Bouvier, ça vient de sortir, c'est aux éditions du Panthéon. Alain Bouvier, invité du Grand Oral de la Quotidienne, que l'on retrouve dans quelques instants. Pour l'instant, nous on va essayer, vous savez ici Alain, on essaie de privilégier un peu le gai savoir, de se cultiver tout en apprenant des choses ou d'apprendre des choses tout en se cultivant, c'est l'Anti-Sèche. Marine, bonjour. Bonjour Emmanuel. Anti-Sèche avec vous aujourd'hui pour parler de la grotte Chauvet, considérée comme le premier grand chef-d'œuvre de l'humanité. Elle est située en Ardèche, à Vallon-Port d'Arc, et vous nous en parlerez dans quelques instants. Si on l'évoque aujourd'hui, c'est à l'occasion de cette exposition à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Elle se situe où exactement ? Elle se situe dans une de ces magnifiques montagnes qui habitent la région de l'Ardèche. Il y a tout juste 30 ans, 3 spéléologues décèlent ce que l'on appelle un trou souffleur dans cette montagne, signe qu'il existe une cavité de l'autre côté. Ils s'enfoncent alors dans une cheminée étroite de 10 mètres de long pour découvrir un trésor caché, vieux de 36 000 ans. Pour vous donner une idée, la grotte de Lascaux en a elle 2 fois moins, 18 000 ans. Découverte absolument exceptionnelle, elle bouleverse l'histoire des arts, de l'humanité même. C'est un véritable joyau aussi, archéologique du Paléolithique, qui n'a pas d'équivalent dans le monde, notamment en termes de conservation. C'est ça qui est extraordinaire. Tout à fait, puisqu'il y a 21 500 ans, un éboulement a fait s'effondrer le porche d'entrée de la grotte. Les animaux et les humains ne pouvant plus y entrer, cet événement naturel fortuit a permis de conserver de manière incroyable la cavité et ses trésors. On trouve à l'intérieur des représentations pariétales, murales donc, sous forme de dessins et de gravures, mais aussi des vestiges comme des traces d'animaux dans le sol ou encore des ossements, un héritage intact de la préhistoire. Pour des raisons évidentes, ce bijou n'est donc pas accessible au public. Il n'est d'ailleurs que très peu ouvert aux équipes scientifiques qui l'étudient, seulement 4 semaines par an. Et néanmoins, il est possible pour le grand public de marcher dans les pas de ces scientifiques grâce à cette exposition à la Cité des Sciences et de l'Industrie. C'est à la Villette, Paris 19e. Tout à fait. Grotte Chauvet, l'aventure scientifique. Et son parcours propose aux visiteurs de plonger dans ces corps de métier qui savent décrypter l'histoire. Je vous laisse découvrir quelques images. On a l'impression d'être dans la grotte, on voit tous les dessins au mur en taille réelle. Il y a plusieurs manipulations qui sont assez bien faites. Je me sentais trop archéologue, j'avais l'impression de faire des recherches et tout. La perche, mine de rien, c'est impressionnant. J'aime bien aussi les écrans quand on devait faire la modélisation du crâne. Je trouve que cette exposition elle permet aussi de bien comprendre les différents scientifiques qui sont intervenus. L'exposition, je trouve qu'elle est très complète. Je trouve que ça permet aussi aux gens de comprendre comment on étudie ce lieu et aussi pourquoi il faut les protéger, pourquoi c'est pas ouvert au public. Elle s'adresse à un public très large. Je pense qu'il y aura encore des recherches dans cette grotte pendant des générations sans doute. Et s'il est si important d'aborder le sujet d'un point de vue scientifique, c'est que 30 ans après sa découverte, la grotte Chauvet continue d'intriguer. Et à raison, il n'est pas si simple de l'étudier. Christelle Guiraud, commissaire de l'exposition au micro de France Bleu Paris, explique les contraintes que rencontre l'équipe de recherche autorisée à travailler dans la grotte. Les archéologues qui vont là-bas n'ont pas le droit de fouiller, ils n'ont pas le droit de toucher. D'accord. Ils sont cantonnés dans un espèce une passerelle en fait, un cheminement qui est large de 60 cm. Et donc ça crée des conditions de recherche assez exceptionnelles. Et ils vont développer en fait une recherche à travers des acquisitions d'images numériques, à travers une organisation des données chronospatiales. Donc ils font aussi beaucoup de datation. Et c'est tout ça que le visiteur va découvrir en expérimentant comment faire des photos quand on ne peut pas s'approcher d'un objet qui est à 4 mètres, comment marcher sur cette passerelle, comment porter son matériel. Voilà, et ils vont découvrir en fait la grotte, la recherche interdisciplinaire, les êtres vivants qui sont rentrés dans cette grotte, parce qu'il n'y a pas que des humains qui y sont allés, il y a beaucoup d'animaux, et puis bien sûr l'art pariétal qui est majeur. Une véritable mise en abîme dans le travail de chercheurs, de quoi peut-être créer des vocations. Marine, on l'a un petit peu vu sur les images, c'est tout public en fait comme expo, on peut y aller avec ses enfants. Oui, c'est une exposition qui est indiqué à partir de 9 ans, mais en réalité, même les plus petits, très bien accompagnés, vont se régaler. Merci beaucoup. Toutes les informations pour découvrir l'exposition se trouvent à l'adresse qui s'affiche sur votre écran, cité-science.fr. Et puis on ne l'a pas mentionné, mais on rappelle qu'il existe en Ardèche, à quelques mètres de la grotte Chauvet, une réplique qui, elle, se visite. Donc si vous passez par la région, n'hésitez pas, vous l'avez fait Alain. Oui.
un ami, un collègue qui a écrit avec moi un dictionnaire de mathématiques qui habite juste à côté. Et Michel Georges. Et c'est une rencontre intense, oui, d'être dans cette vraie grotte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marine. Alain, on se retrouve pour parler, non pas des anciens bouquins, mais de celui qui vient de sortir, ses pensées sur l'éducation. C'est aux éditions du Panthéon. Alain Bouvier, la moindre de mes surprises en vous lisant n'a pas été de découvrir que vous déclarez, vous assumez avoir utilisé ChatGPT, Google Bard. L'intelligence artificielle, c'est un sujet dont l'école doit s'emparer. C'est une façon pour vous de dire, elle est là, apprenons à la domestiquer plutôt que d'être domestiquée par elle. J'ai eu la curiosité de voir d'abord ce que ça pouvait m'apporter. Donc 2-3 fois, plutôt que de faire un classique Google, j'ai demandé à l'une de ces applications de me sortir un texte de 20 lignes. Et je voulais en même temps me rendre compte des différentes productions. Et je me suis aperçu tout de suite que visiblement, elle n'allait pas puiser dans les mêmes banques de données et que les productions qui m'étaient proposées étaient notablement très différentes les unes des autres. Alors évidemment, on peut dialoguer avec et obtenir quelque chose de plus en plus précis, mais de temps en temps, certaines de ces applications ont le courage de dire qu'elles n'ont pas accès à des données suffisantes. Et qu'elles ne savent pas répondre. Oui. Oui, ça, j'ai trouvé ça très bien. Certaines ont une éthique, elles vous signalent des choses, elles refusent. Je ne sais pas, c'est très bien. C'est un point important de l'éducation. Vous pensez néanmoins que l'école s'empare assez de ces évolutions, qu'elle prépare assez les élèves? Vous l'aviez rappelé, vous êtes mathématicien. Quand on doit rédiger un prompt, c'est-à-dire quand on doit interroger une intelligence artificielle, d'une certaine manière, c'est en langage, en langue française, c'est une formule mathématique qu'on envoie. Oui. Alors plus on découvre très très vite en utilisant ce genre d'outils, que plus on est soi-même précis dans la formulation de la question, plus les réponses que l'on obtient sont intéressantes. Et donc, il y a une sorte de pédagogie dans la mise en œuvre d'un questionnement. Mais de là, est-ce que les enfants et est-ce que les élèves spontanément iront dans cette direction? Je ne sais pas. Il y a besoin d'apprentissage pour cela, quoi. Est-ce que vous avez l'impression que les enseignantes et les enseignants sont prêts à ces évolutions, sachant que, et ça vous le dites beaucoup dans le livre, ils sont quand même les agents essentiels du changement, les enseignants? Bien, ce n'est pas un corps homogène, ni en âge, ni en qualification, ni en formation, et même dans leur vie personnelle. Certains doivent utiliser abondamment les outils numériques et d'autres doivent moins les utiliser, mais en même temps, il y a un collectif qui doit avancer. Il ne peut pas être à côté du numérique, et comme il a la responsabilité de l'éducation et de l'instruction des enfants, il devrait avoir un coup d'avance et non pas un coup de retard. Ceci dit, étant donné qu'aujourd'hui la majorité de la jeunesse passe son temps sur des outils numériques, je vois mal des adultes le faire autant, parce qu'ils ont une vie professionnelle qu'ils doivent assurer, qui est riche et complexe. Et une vie sociale, oui, qui se passe beaucoup sur les réseaux pour les enfants. Pour quelques adultes aussi, vous plaidez pour l'avènement d'une école apprenante et humaniste, disais-je en introduction. À quoi ressemble donc une école apprenante et humaniste? C'est une école qui essaye de repérer ses erreurs, d'en tirer la leçon, de faire du retour d'expérience. Et par rapport à des erreurs commises, c'est ce que m'avait jadis enseigné Bertrand Schwartz. Disait, grand mathématicien aussi. Et non, c'est le frère du mathématicien. Le frère, pardon, autant pour moi. Oui. C'était Laurent, je crois. Laurent. Alors, autant pour moi. Vous avez eu Bertrand. Non, j'ai eu les deux. Ah d'accord. Mais surtout Bertrand. Ouais. Surtout Bertrand. Et donc, il insistait beaucoup sur l'importance d'apprendre de ses erreurs, avec l'idée que c'est pas grave de faire une erreur, mais il faut éviter de la faire 2 fois. Et on oublie souvent la fin de la phrase. Oui. Bien sûr. Comment concilier innovation et égalité dans l'éducation? Il faut des régulations suffisamment efficaces entre le local, le national, éviter d'empiler ces fameuses circulaires, mais il y a aussi des messages qui sont envoyés. Une fois de plus, vous avez été recteur, j'imagine que la façon dont vous parlez à vos administrations, aux chefs d'établissement quand vous les rencontrez, aux enseignants, ça a un rôle quand même. Quand le recteur parle, c'est pas rien. Oui, tout dépend comment. Alors, personnellement, et ça déplaisait beaucoup aux équipes autour de moi, je me suis littéralement interdit de publier des circulaires rectorales. Je ne voyais pas pourquoi il y en avait besoin, puisqu'il y avait des circulaires nationales censées s'appliquer à tout le monde, et que je croyais beaucoup à la communication orale. Donc, énormément de réunions
de toutes sortes et en tout lieu auxquels je me faisais un grand plaisir d'aller assister, d'aller faire de la pédagogie en expliquant les choses et en recueillant des avis souvent contradictoires, mais très, très, très riches. Les sondages le disent de manière assez constante, les Français ont plutôt confiance dans leurs enseignantes et leurs enseignants, ils ont beaucoup moins confiance dans l'école en général. Oui, c'est un peu plus compliqué que cela et c'est pas propre à la France. Alors, c'est vrai dans les pays développés. Dans les pays en développement, ça se joue différemment. D'abord parce que l'enseignement est encore pourvoyeur d'emploi, dans des pays où il n'y en a pas. Ça modifie complètement le rapport à l'enseignement. Dans les pays développés, c'est tout autre chose. Et aujourd'hui, on a une difficulté très importante à faire venir vers les métiers de l'enseignement un nombre suffisant d'étudiants, mais on aimerait bien aussi faire venir ceux qu'on peut appeler, entre guillemets, les meilleurs. Et ce n'est pas tout à fait le cas. La jeunesse actuelle est attirée par de multiples métiers auxquels nous ne pensions pas nécessairement avant. Et on s'aperçoit qu'en milieu de carrière, des gens qui n'avaient pas imaginé devenir enseignants se tournent vers le métier d'enseignant et réussissent pas mal. Ouais. Ils ont une expérience. Ils découvrent des salaires qui sont quand même extrêmement désagréables pour qui veut vivre dans une métropole. Alors, ils trouvent d'autres avantages. Paris, certes, mais avec quand même des enjeux en termes de rémunération qui sont considérables aujourd'hui. Mais ils ne pensent pas qu'à ça. Bien sûr. Ils ne pensent pas qu'à ça. Et justement, ils viennent souvent parce qu'ils veulent avoir, on va dire, un autre rapport au temps annuel. C'est une façon très polie de parler des vacances. C'est ça que vous avez en tête? Entre autres. Et même, si vous voulez, dans certains pays, quand vous allez dans les établissements, toute la journée, vous voyez des enseignants partout. Ouais. Pas seulement dans les classes pour faire cours. Je me rappelle une fois où, dans un établissement anglais, je demandais à un prof, mais dans votre établissement, qui assure certaines fonctions, et je décrivais les fonctions chez nous de CPE. Il m'a répondu « It's my job ». J'avais bien compris qu'on était ailleurs. Je ne sais pas si c'est mieux, mais il y a d'autres rapports au temps. Et d'un pays à un autre, dès qu'on fait des comparaisons, d'un pays à un autre, on s'aperçoit qu'il y a des différences conséquentes. On ne fait pas le même métier. C'est pas vrai, un enseignant français ne fait pas le même métier qu'un enseignant allemand. Donc les comparaisons ont leurs limites. Elles ont des limites, bien sûr. Je veux dire, y compris en termes de rémunération. À condition de faire apparaître tous les paramètres. C'est ça. Il faut les faire sortir, et on peut si on veut. Aujourd'hui, ces données, ils sont publics, et tous les gouvernements, les pouvoirs politiques les ont. Si on devait regarder justement à l'étranger, ce sera ma dernière question, Alain, avant de retrouver Amélie Paris. Si on devait regarder à l'étranger des modèles d'écoles bienveillantes, démocratiques, on regarde où? Du côté de la Scandinavie, si je vous ai bien compris? Oui, on doit en trouver ailleurs, peut-être en Amérique du Sud ou non. À mon avis, on en trouve plus que ce que qu'on croit. Oui, moi je crois. Oui, qui sont pas nécessairement conscientes d'ailleurs mais il faut bien se dire que si vous prenez le modèle finlandais que vous l'appliquez en Corée du Sud, il ne marchera pas. Et si vous prenez le modèle de Corée du Sud que vous l'appliquez en Finlande, en Finlande, ça ne marchera pas mieux. Oui. Alain Bouvier, merci beaucoup. Préface Alain Boissineau, postface Claude Bisson-Vèvre, c'est aux éditions du Panthéon, c'est Pensées sur l'éducation, ouvrage qui plaide donc pour un modèle d'école apprenante et humaniste. Qui progresse. Et qui progresse. Vous restez, si vous voulez bien, avec nous. Il y a des profs doc qui sont formidablement bienveillantes et qui progressent. C'est le cas notamment d'Amélie Paris, que l'on retrouve chaque semaine. Les années collège. Amélie Paris, bonjour. Bonjour. Les années collège, notre rendez-vous hebdomadaire avec vous, qui êtes professeur documentaliste, pour qui ne l'aurait pas compris, à Paris 18e Collège Maurice Utrio. Et très souvent, il vous arrive de travailler de manière interdisciplinaire avec vos collègues, notamment vos collègues de français. Là, vous avez un exemple à nous donner qui, en plus, s'ancre dans une actu. Il y a une belle expo, on en parle à la fin. Oui. Alors, avant de vous donner un exemple, il faut savoir, comme vous le disiez, Emmanuel, quand on est professeur documentaliste, on est donc amené à monter des projets interdisciplinaires avec nos collègues de discipline. Et dans mon cas, c'est souvent avec les collègues de lettres. Donc pour revenir à l'exemple et à l'actualité, en 3e, en français, le programme impose le thème se raconter, se représenter, qui permet notamment de découvrir différentes formes de l'écriture de soi et de l'autoportrait. L'élève lit au moins une autobiographie.
mais il doit aussi se raconter lui-même. Et cette année, avec une collègue de lettres, on s'est inspiré du magnifique travail de l'autrice jeunesse que j'aime beaucoup, que je cite souvent, Jo Witek, pour Chambre adolescente, qui est accompagnée pour l'occasion de la photographe Juliette Masse, donc qui propose un livre paru très récemment chez La Martinière Jeunesse et des portraits sonores. Alors, il y a eu une expo en lien avec ce travail qui s'est tenu récemment dans le cadre du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis, qui s'est achevé le 2 décembre dernier. Une autre exposition qui se tiendra en mai 2025 avec la mairie de Paris. Jo Witek et Juliette Masse, qu'on avait reçus dans l'émission. Si vous plongez, puisez dans nos archives, vous allez retrouver. C'était avant la sortie du livre. C'est pas un roman, hein, c'est vraiment une immersion dans l'intimité de la jeunesse d'aujourd'hui à travers une vingtaine de portraits. Oui, elles ont travaillé toutes les deux pendant 4 ans en contact de 21 jeunes adolescents qui viennent du Gers, de l'Hérault ou de la région parisienne. Ils ont entre 12 et 19 ans. Ils sont tous issus de milieux sociaux différents, avec comme point de départ le premier confinement. Et elles ont su recevoir leurs paroles et photographier leur chambre avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sourires. Et ce travail nous a vraiment inspiré tellement il est beau. Alors Jo Witek expliquait justement sur ce plateau il y a quelques mois qu'elle va souvent dans les établissements scolaires rencontrer son public et qu'il y a beaucoup d'échanges avec ces adolescents et qu'elle trouve que c'est dommage que les adultes n'entendent jamais ce qu'elle a la chance d'entendre. Et elle répète, et alors je suis entièrement d'accord avec elle, il faut absolument écouter la jeunesse, il faut partager avec elle, il faut rêver avec elle, d'où l'idée pour elle de ces portraits et pour nous de s'en inspirer avec une classe de 3e. Et voilà, parce que vos élèves se sont donc livrés sur ce même modèle. Oui. Alors on a commencé avec de l'analyse d'images, celle des photos de ces chambres adolescentes, afin qu'ils puissent eux-mêmes faire une photo de leur chambre d'ado avec leur smartphone. Ils devaient ensuite se raconter à travers un écrit autobiographique en lien avec leurs photos et raconter leur chambre, ce lieu intime dans lequel ils ont l'habitude de se mettre en scène, notamment sur les réseaux sociaux. Mais là, c'était plutôt une mise en scène des objets et du lieu plutôt que pour la photo. Beaucoup de compétences qui se travaillent. Beaucoup de compétences, oui, de l'analyse d'image, comme je le disais, la création donc d'une image, le droit d'auteur qui est lié à tout ça, et puis l'écriture, donc ici l'écriture de soi, et bien sûr la complémentarité texte-image. Et moi, j'aime bien, avec ma collègue, on aime bien terminer les projets comme ça interdisciplinaires par des rencontres ou par des sorties, et ça tombe bien puisque le Musée des Arts Décoratifs, le MAD, propose actuellement une très belle exposition, l'intime de la chambre aux réseaux sociaux. Exposition très belle, effectivement, qui retrace l'histoire de l'intime du XVIIIe siècle à nos jours. Mais c'est pas seulement sur les chambres adolescentes, pour le coup. Non. Mais on reste sur le thème de l'intime, donc à travers l'exposition de tableaux, de photos, d'objets et de meubles. Il y a quand même toute une série de photos de chambres d'adolescents, justement, de la photographe Martine Locatelli, qu'elle a réalisée, elle, en 1999, suite à une commande publique sur la jeunesse en France intitulée « Le plus bel âge », particulièrement, évidemment, intéressante, cette série, pour notre projet et nos élèves. Et puis, l'exposition se termine sur la chambre connectée et les réseaux sociaux qui bouleversent, évidemment, les frontières entre la sphère publique et la sphère privée. Donc, des choses qui ont du sens pour nos élèves et qui, évidemment, sont très intéressantes par rapport à notre projet. Génial, merci beaucoup pour la présentation de ce travail de vos élèves de 3e sur l'intime, la chambre adolescente en constante mutation. L'expo du MAD, elle se tient jusqu'au 30 mars 2025 et Chambres adolescentes, par contre, ne revient qu'en mai. Peut-être qu'on refera un petit clin d'œil, on vous le rappellera à ce moment-là. Ça, c'est des belles initiatives, comme l'Éducation nationale en permet. Oui, monsieur le recteur. Tout espoir n'est pas vain. Quand j'allais visiter des établissements secondaires, je commençais toujours par la vie scolaire et le CDI. C'est tout. Pourquoi ? Et je demandais aux documentalistes qui étaient très surprises, qu'est-ce que vous donnez à lire à des profs ? Et là, j'ai eu des réponses parfois absolument surprenantes. Moi, tout. J'aime bien le guide du sexuel. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, chère Amélie. Alain, merci beaucoup. Merci. Je renvoie à votre dernier livre, Pensez sur l'éducation. C'est aux éditions du Panthéon. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dina Colère pour la préparation de l'émission. Marine qui était également en plateau pour l'Anti-Sèche, Emma Ferré qui nous a aidés en régie, et puis au son, Saïd Mamou à la réalisation, Xavier Sanchez. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. La quotidienne vous a été présentée par Microsoft.